Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de vous installer. Pour ceux qui ne trouvent pas de place dans cette salle, il y a un renvoi vidéo dans la salle qui se trouve immédiatement sur notre gauche, avec des sièges. Je voudrais vous annoncer la bienvenue à l'Institut français au milieu des planches de grand artiste qui est Gradimir Smoudjal qui a égayé par je voudrais remercier nos intervenants d'avoir fait le voyage et remercier les amis de l'Institut français d'être présents. L'Institut qui est très heureux de s'être associé avec l'Institut de philosophie sociale pour l'organisation de ces 4 jours de colloque consacrés au capitalisme, colloque de philosophie, qui permet à l'Institut français de se trouver à l'endroit où il doit être, c'est-à-dire dans les lieux où se débattent les grandes questions de nos sociétés, ce qu'il fait depuis de nombreuses années, en parlant de la ville, en parlant de la famille, en parlant de la guerre, en parlant de la mémoire, en parlant de l'Europe, et c'est ce soir autour du capitalisme. Et plus précisément sur la manière dont on pense le capitalisme, ou comment l'on peut, si j'ai bien compris le petit livre rouge qui se trouve ici, si j'ai bien compris, comment est-ce qu'on peut répondre à la sollicitation du capitalisme qui nous demande de le penser. Est-ce que c'est bien cela, Igor? Tout à fait. Donc je souhaite la bienvenue à nos invités, Madame Laurence Fontaine du CNRS, Monsieur Anselm Miap du Collège de philosophie, Monsieur Gaspard Tamas qui vient de Budapest de l'Université centre-européenne et Monsieur Rastko Mochnik de l'Université de Ljubljana. Et le débat de ce soir aura lieu en français. Il sera traduit grâce à les 2 interprètes que je salue et qui sont en cabine. Ceux qui ne comprennent pas le français, je vous invite à prendre un casque. Et enfin, la soirée sera animée par le très talentueux Igor Kortovica, à qui je cède immédiatement la parole. Bonne soirée. Merci. Moi aussi, je suis très heureux, d'ailleurs, d'abord que vous soyez venus en si grand nombre pour cette table ronde, qui est un événement parmi d'autres dans cette semaine que nous organisons sur le capitalisme, l'Institut pour la philosophie et la théorie sociale, en partenariat avec l'Institut français, et que a contribué à organiser le groupe d'études sur l'engagement social de l'Institut pour la philosophie. Le titre de cette table ronde, comme vous avez pu le voir sur les dépliants, est des crises du capitalisme à la critique, aux critiques du capitalisme. Et donc, l'idée générale, comme l'a dit à l'instant Jean-Luc Goester, l'idée générale est de questionner le lien qu'il peut y avoir entre les crises du capitalisme, les crises historiques, jusqu'à la dernière, quelle que soit la manière dont on l'interprète, et les critiques du capitalisme qui découlent de l'interprétation de ces crises. Donc, pour vous donner un aperçu très rapide de cette table ronde, je vais céder la parole tour à tour aux 4 invités. Laurence Fontaine d'abord, Rastko Mochnik ensuite, Gaspard Tamas et Anselm Miap, qui vont présenter leur approche du problème en fonction de leur champ, de leurs travaux, pendant une dizaine de minutes environ, et puis nous ouvrirons la discussion avec vous. Voilà. Donc je présente d'abord Madame Laurence Fontaine, qui ouvrira la table ronde. Madame Fontaine travaille au CNRS à Paris. Elle a fait des études d'histoire et de sociologie à Paris 1 et Paris 5. Elle est historienne, c'est pourquoi elle a l'insigne privilège d'ouvrir la discussion. Directrice de recherche au CNRS, donc. Ses premiers travaux ont porté sur les migrations et les sociétés de montagne.
Elle a ensuite travaillé sur les aspects politiques, culturels et sociaux de l'économie, en particulier sur les relations de crédit et sur le marché. Notamment ses 2 derniers livres, L'économie morale, paru en 2008, L'économie morale, pauvreté, crédit et confiance dans l'Europe pré-industrielle, puis plus récemment, Le marché, histoire et usage d'une conquête sociale, en 2014, si je ne m'abuse. Et ces recherches sont toujours conduites dans un dialogue entre les sociétés européennes pré-industrielles et le monde contemporain. J'ai le plaisir de lui céder la parole. Merci beaucoup. Alors, le projet de la table ronde est de réfléchir aux outils et concepts par lesquels nous sommes conduits ou non à critiquer le capitalisme et comment ils nous ont été historiquement fournis par le développement du capitaliste lui-même dans sa dimension critique, voire révolutionnaire. Je cite le petit livre. Et donc, je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir convié à cette table ronde à laquelle je voudrais apporter mon regard d'historienne. Et ce regard est fondé sur une double démarche. D'abord, réinscrire d'une part les penseurs dans les enjeux de leur temps, c'est-à-dire dans les problèmes du monde qui les entoure et dans les luttes politiques qu'ils mènent, et d'autre part, étudier concrètement les pratiques économiques pour comprendre les relations de pouvoir qu'elles véhiculent, les valeurs qu'elles portent et les effets concrets qu'elles produisent sur les différents acteurs sociaux. Et c'est pourquoi j'ai cherché à comprendre en... On entend, hein? Ça va? Ok. Et donc c'est pourquoi j'ai cherché à comprendre en regardant le fonctionnement des marchés de l'Europe pré-industrielle, quelles étaient concrètement les logiques de ces différents marchés, les logiques positives autant que les logiques négatives qui sont distinctes des appropriations que les acteurs peuvent en faire. Et ce travail sur les logiques rejoint l'autre texte que on nous avait donné à penser, qui est l'introduction générale de la critique de l'économie politique, 1857, dans lequel Marx explique qu'un énorme progrès fut fait par Adam Smith quand il rejeta toute détermination particulière de l'activité créatrice de richesse pour ne considérer que le travail tout court. Bref, il salue l'avancée d'Adam Smith qui s'était mis à penser le travail de façon abstraite, tout en montrant qu'elle a un coût, celui de rompre les liens anciens qui liaient l'homme à son travail. Alors, il me semble que le seul mérite qu'on peut reconnaître à la crise qui a démarré en 2008, c'est bien celui d'avoir fait entrer le marché dans la réflexion publique, alors que pour beaucoup, sa cause était largement entendue, Dieu ou diable. Et il est important, je crois, de comprendre cette polarisation, et l'histoire peut nous y aider. En gros, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les sociétés européennes vivent dans une économie politique de nature aristocratique. Il y a bien sûr des nuances entre les pays, l'Espagne étant par exemple beaucoup plus aristocratique que l'Angleterre, mais cette économie, fondée sur le don et le privilège, n'en est pas moins partie prenante d'une économie de marché. Et une des tensions majeures de l'époque vient précisément du fait que les pays vivent sous des régimes politiques aristocratiques alors que leur richesse est irriguée par l'économie marchande. Et si globalement, entre 18 et 19e siècle, les pouvoirs aristocratiques s'effondrent, les autres institutions n'ont pas été touchées par ces mouvements et ont continué à vivre avec des régimes d'autorité traditionnels. Entre autres, la famille est restée patriarcale et le monde du travail est resté soumis au capital et au patron. Mais surtout, avec la fin de la domination politique aristocratique, les marchands et les industriels ont gagné une liberté économique sans entrave avec la levée de l'interdit sur le prêt à intérêt. Levée qui a enflammé le moteur du capitalisme, qui était jusqu'alors bridé par l'interdit de faire de l'argent avec de l'argent. L'industrialisation s'est alors accélérée au XIXe siècle, sans contrôle, exacerbant ce capitalisme industriel qui transformait l'homme et son travail en marchandises. Marx a analysé la violence de cette liberté du marché et a appelé pour la contrer à la lutte des classes et à la création d'un parti qui défendrait les droits des prolétaires contre l'exploitation à laquelle ils étaient soumis. Dans sa volonté de combattre l'exploitation sociale née du capitalisme industriel,
Marx a construit le primat de l'économique. Et de fait, et je pense qu'ici je ne vous apprends rien, le matérialisme historique le pose en principe de méthode. Pour lui, l'économie est le fondement de l'histoire et son développement est comme autonome et pour tous les autres phénomènes et développements historiques. Ainsi, toutes les causes et donc toutes les transformations se ramènent à des causes économiques. L'ambition politique de la pensée de Marx explique également pourquoi les données économiques ont eu la préséance absolue sur les autres manifestations de l'activité humaine, avec lesquelles elles sont pourtant en continuelle interaction, car les besoins économiques sont les seuls intérêts dont on soit sûr qu'ils soient partagés par tous. Le matérialisme historique a trouvé dans cette séparation du politique et de l'économique, comme l'a très bien montré Georg Simmel, une manière de s'adresser à tous les défavorisés, car tous partagent ces soucis économiques. Et la violence des réalités économiques a engendré la violence politique, et 2 siècles ont vécu, à mes yeux, et souffert de cette dialectique mortifère de fascisme en socialisme réel. Cette séparation du politique et de l'économique est encore vivante aujourd'hui à gauche. Elle se nourrit d'un riche courant de théoriciens dont beaucoup se réclament de l'œuvre de Polanyi. Polanyi écrit pendant la montée du fascisme et cherche à résoudre les problèmes de son temps. Mais aujourd'hui, les problèmes ont changé. La classe ouvrière qui fondait la lutte des classes a perdu son poids quantitatif et de nouveaux acteurs, les femmes, les colonisés, les exclus du travail salarié, obligent à complexifier les luttes politiques et l'analyse des groupes sociaux. Globalisation, désindustrialisation, craquement de l'État-providence, émergence des problèmes de l'environnement et crise de la démocratie sont devenues les réalités du XXIe siècle. Mais si le marché était diable à gauche, il est devenu Dieu à droite, avec, à partir des années 1970, le développement de l'économie néolibérale fondée sur la toute-puissance du marché autorégulé. Étayant ce postulat, la science économique s'est développée autour de modèles fondés sur les seuls modèles mathématiques et autour de la seule efficience des marchés. Et les premières critiques sont nées des dégâts sociaux causés par les politiques ultralibérales, la montée du chômage en Europe et la paupérisation, ou plus exactement l'accroissement de l'écart entre une minorité qui profite de la mondialisation des économies et des dérégulations et une majorité qui craint d'être rejetée dans la précarité. Des économistes se sont élevés contre cette pure fiction mathématique qui réduit la société à la seule rationalité individuelle, et l'économie qui se présente comme une science dure a commencé à être perçue comme une idéologie, et une idéologie destructrice de la société. Ainsi, la société produite par le leadership de l'économie, qu'elle soit communiste ou néolibérale, s'est révélée à beaucoup moralement inadmissible. De cette polarisation, il est resté, au moins à gauche, le sentiment que la société ancienne était plus humaine que celle d'aujourd'hui. Mais c'est oublier que les régimes d'autorité et de privilèges d'alors ne laissaient guère de liberté et de droits aux tiers-États comme aux travailleurs. Quant aux femmes, elles étaient doublement asservies, et par la société et par la famille patriarcale. Et c'est pourquoi, plutôt que de chercher à retrouver une société harmonieuse qui n'a jamais existé, je propose de renouer le dialogue initié au XVIIIe siècle sur les conditions nécessaires à une possible rencontre entre le marché et la justice sociale, dialogue que ces 2 derniers siècles ont largement rompu, car la critique de la société aristocratique n'aveuglait pas un certain nombre de philosophes, comme Adam Smith ou Condorcet, sur les problèmes sociaux que créait également la montée en puissance du marché. Alors l'ambition d'Adam Smith, qui a toujours été très mal lue, quand il réfléchit sur ce qu'il appelle l'économie politique, n'est guère différente de la nôtre, puisqu'il lui assigne, je cite, 2 objets distincts. Le premier, de procurer au peuple un revenu ou une subsistance abondante, ou pour mieux dire, de le mettre en état de se procurer lui-même ce revenu et cette subsistance abondante. Le second, de fournir à l'État ou à la communauté un revenu suffisant pour le service public. On est bien loin, avec ce programme, du Smith repoussoir libéral, cité à tout va, et réduit à une seule phrase sortie de son contexte, celle sur l'égoïsme du boucher, du brasseur et du boulanger, qui justifierait le marché autorégulé. Alors je vais d'abord m'attacher aux contradictions du marché du travail, puisque c'était que relève Marx, puisque dans un
Puis, dans un second point, je m'attacherai à l'histoire de la catégorie de biens publics qui remonte au Moyen-Âge et qui fixe des bornes à ce qui ne peut entrer dans un marché. Une catégorie qui occupe une place fondamentale dans la pensée de Smith et qui mérite à mes yeux d'être reprise et retravaillée aujourd'hui. Alors, premièrement, les marchés n'ont pas tous les mêmes logiques. En particulier, le marché financier a une influence très forte sur tous les autres marchés, à commencer par celui du travail, puisque c'est lui qui apporte les capitaux nécessaires au travail des hommes. Mais les intérêts des financiers sont aux antipodes de ceux des ouvriers et des employés, car leur profit sera d'autant plus élevé qu'ils paieront peu le travail et les matières premières. Et dès le Moyen-Âge, l'Europe connaît des marchés du travail sur le modèle des marchés de marchandises. Chaque ville a ses lieux traditionnels d'embauche, des places comme la place de Grève à Paris, des ponts comme à Avignon et des foires où on louait des valets, des servantes de ferme. Et ces foires ressemblaient autant au marché d'esclaves qu'au marché du travail. Les auberges étaient également des bourses du travail, en particulier dans les zones de passage des migrants. Alors, dans La richesse des nations, Smith prend grand soin de ne pas assimiler le travail à une marchandise. Il n'emploie jamais le terme de marché quand il traite, au chapitre 9, 10 et 11, de la formation des salaires, des profits et des rentes. Il ne le réserve qu'aux seules marchandises, car le travail, écrit-il, suit une autre logique. Il est un sacrifice de tranquillité, de liberté et de bonheur qui est le même pour tous, riches ou pauvres. D'abord la personne, vient ensuite le salaire, qui fondamentalement relève du rapport de force entre les hommes qui peuvent agir sur lui. Première appropriation, celle du rentier, qui dès que la propriété privée est assurée, demande sa part de ce qui pousse sur ses terres. Deuxième appropriation, celle du capitaliste, qui fournit, je cite, la matière du travail et l'entretien du travailleur jusqu'à ce que son ouvrage soit achevé. Et, explique Smith, le rapport de force tourne généralement au bénéfice du capitaliste qui a le temps et l'état pour lui. Le travail ne relève donc pas du marché mais du pouvoir. Et c'est pourquoi Smith ne sépare pas l'économique du politique. C'est la tâche du Parlement et de la loi de rétablir l'égalité de traitement entre les personnes. C'est également à la loi de rétablir l'égalité entre hommes et femmes, car l'inégalité est née de la dépendance des femmes, fruit de la domination des hommes dans la société patriarcale. Alors, dans la lutte pour capter le travail des hommes, les employeurs ont utilisé dans l'ancienne Europe 3 moyens privilégiés: la dette, la mise en concurrence des travailleurs et la corporation. Et Smith n'a pas de mots assez forts pour stigmatiser le penchant des marchands à développer leurs profits au mépris des faibles et à faire voter des lois scélérates. Donc je vous donne une brève citation, juste pour vous donner une idée de la manière dont il écrit. Mais je puis l'affirmer hardiment, les plus cruelles de nos lois fiscales sont douces et modérées en comparaison de quelques-unes de celles que les clameurs de nos marchands et de nos manufacturiers ont arrachées à la législature pour le soutien de leur injuste et absurde monopole. On peut dire de ces lois ce que l'on a dit de celles de Dacron, qu'elles ont toutes été écrites avec du sang. Et constatant la pauvreté des petits artisans, Smith dénonce également l'organisation corporative et les longs apprentissages. Cette liberté que Marx loue dans la conception nouvelle du travail, comme concept abstrait et non plus comme attaché à l'identité de la personne, a pour conséquence de rendre visibles des rapports de force qui étaient masqués dans la société des ordres et des États, car ils étaient pensés comme naturels. Mais n'oublions pas que la liberté de changer de métier et d'employeur a été pensée par Smith pour faire monter les salaires des compagnons, ce qu'elle a effectivement permis, en plus de laisser certains réussir dans des métiers qui leur étaient jusqu'à présent interdits. Et mon dernier point sera sur les biens communs. Pour contrecarrer les logiques du profit, dès le Moyen-Âge, les autorités ecclésiastiques ont reconnu la notion d'humanitas comme un bien public. Elle se traduit par l'interdiction de vendre les denrées nécessaires à la vie à un prix que ceux qui en ont besoin ne peuvent pas payer. Et c'est en vertu de ce droit opposable à la liberté du marché que les autorités taxent et confisquent en période de famine les denrées de première nécessité. Ces restrictions à la liberté du marché sont encore présentes au XVIIIe siècle et l'encyclopédie, à l'article Prix, écrit par Jaucourt,
fonde les catégories de biens qui échappent au marché, d'une part sur le lien entre marché et propriété qui exclut les choses, je cite, qui ne sont point susceptibles de propriété, comme la haute région de l'air, le vaste océan, etc., et de l'autre sur des lois divines ou humaines qui interdisent la vente des lois. Et enfin, il ajoute la notion d'humanité qui fait toujours partie des biens publics, et Jaucourt oppose les prix légitimes et les prix courants, et les seconds provenant, je cite, de l'estimation commune des particuliers, accompagnée du consentement des contractants, et les premiers de l'impossibilité de faire payer, je cite, des choses absolument nécessaires à la vie, dont on a abondance et dont quelqu'un d'autre qui en a grand besoin ne peut se pourvoir ailleurs, car alors il y aurait de l'inhumanité à se prévaloir de son indigence pour exiger de lui un prix excessif d'une chose essentielle à ses besoins. Et ces trois entrées, mais je ne vais pas rentrer là parce qu'on n'a pas le temps, sont fondatrices des définitions futures. Alors toutefois, satisfaire la demande de biens publics devient de plus en plus complexe, car ces biens ont dorénavant aujourd'hui une dimension mondiale. Ce qui arrive dans une région du monde a des répercussions à l'autre bout de la planète. Et le dernier point, il est également des domaines sur lesquels le marché ne doit pas empiéter pour ne pas entrer en contradiction avec les objectifs de la démocratie. Prendre conscience qu'il y a un antagonisme entre ces aspirations et certaines logiques du marché est donc nécessaire. Ainsi, quand le travail manque ou quand les individus sont hors d'état de travailler, il ne leur reste, pour rentrer dans le marché, qu'à offrir ce qu'ils possèdent ou ce sur quoi ils ont autorité, leur corps, leurs organes, leurs femmes ou leurs enfants. Et c'est parce que la dignité de l'homme est au centre des valeurs de la société démocratique que tout ce qui peut y toucher ne peut relever du marché. Cette logique impose alors l'existence de systèmes de solidarité qui donnent à tous les revenus nécessaires pour entrer dans le marché. Alors les logiques du capitalisme sont donc doubles, tout à la fois porteuses d'autonomie, de liberté individuelle et de dignité, mais également mortifères pour l'homme et la démocratie si l'on ne délimite pas clairement les sphères de l'échange et si on n'en exclut pas tout ce qui touche à l'homme et porte atteinte à son intégrité et à sa dignité. Je passe maintenant la parole à Ratko Močnik de l'Université de Ljubljana. Monsieur Močnik est un sociologue slovène qui travaille et publie dans les domaines du matérialisme historique, de la sociologie de la culture, de la théorie de l'idéologie et de l'épistémologie des sciences humaines et sociales. Il est devenu en 2005 docteur honoris causa de l'université de Plovdiv et il enseigne actuellement à la faculté des médias et des communications à l'université de Singidunum à Belgrade. Merci. Après cette belle présentation historique, je vais tenter de présenter le point de vue sociologique. Je m'excuse en avance pour mon français barbare, mais je vais faire mon mieux. Alors, mogao bih, kad mi nestane francuskih reči, ja ću reći na srpski. Može na srpskom. Ne, pa ja mislim da je ipak bolje da govorim na francuski, jer to nije ni moj jezik, ni jezik publike. Tako da, ako govorim na srpski, vi ćete sve greške odmah uočiti. Ali ćemo više razumeti. Qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, ovo je debata između nas, tako da treba da mene moji kolegi u debati razumeju kao što sam rekao i da ne mogu da se vadim na prevod. Oui, nous on peut avoir une traduction simultanée. Oui, on peut avoir du français aussi. C'est un débat entre les panélistes. Alors, je ne voudrais pas me réfugier derrière le traducteur, comme vous m'attaquez pour mes bêtises. C'est l'argument que j'ai proposé à la distance.
Et aussi, on n'a pas aujourd'hui l'occasion de pratiquer le français si fréquemment. Madame Laurence Fontaine a commencé avec, elle a inclus dans sa présentation une citation de Grundrisse, et moi j'ai aussi décidé de faire de la sorte. Je vous donne, surtout parce que Marx était déjà conscient que la crise fait partie intégrale du système capitaliste. Alors, il dit en des termes hegeliens, le capitalisme est une contradiction en procès. Je propose ma traduction en français, parce que je n'ai pas trouvé de la traduction française de Grundrisse sur le net, et surtout parce que la traduction n'est pas commence avec un titre qui est faux, les fondements. Bon, mais on ne va pas entrer dans ce débat. Alors, Marx dit en des termes hegeliens, le capital est une contradiction en procès. Avec son développement immanent, il crée des conditions de sa perdition, des conditions qui vont jeter en l'air ce système. Alors, Marx avait une notion du capitalisme qui était trop optimiste. Il croyait que le système se développe un seul grand cycle et qu'il s'approche effectivement à sa fin. Et c'était en 1857-58 ou 58-59. Et c'est une anticipation qui à cette époque était très clairvoyante, mais fausse. Et c'est l'économiste français Clément Juglar qui a commencé à développer la théorie que le système capitaliste se développe en des cycles. Alors, à la fin de chaque cycle, il arrive une crise, mais le système capitaliste, dans sa vitalité, trouve une autre solution, change de régime et continue à rouler. Et après Juglar, il y en avait d'autres. On a découvert beaucoup de cycles, c'est-à-dire que, en effet, le capitalisme procède de petites crises jusqu'à grandes crises. C'est une crise plus ou moins permanente. Et je vous donne ici un tableau où toutes les crises, tous les cycles qui étaient découverts par des économistes sont présentés dans leur hiérarchie. Il y a des crises, des courtes cycles qui étaient découverts dans les années 20 du 20e siècle par l'économiste américain Joseph Kitchen. Il y a des cycles classiques de Juglar qui durent de 7 jusqu'à 11 années. Il y a des cycles qui étaient découverts par Simon Kuznets dans les années 30, qui sont plus longues, de 15 jusqu'à 25 années. Et dans les années 20, un grand économiste soviétique, Nikolai Kondratiev, a découvert des longs cycles qui avaient un grand succès tant dans la science économique que dans les débats politiques, surtout à la gauche. Alors le cycle Kondratiev, qui dure de 50 ans, devient de plus en plus court. C'est-à-dire que le système perd l'équilibre de plus en plus vite et qu'il se rétablit, mais pas pour longtemps. Alors, les crises, ici vous avez les cycles Kondratiev de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à notre époque, et vous voyez que le cycle devient de plus en plus court. Et si on allait
plus loin dans le passé, on aura des cycles encore plus longs. Voilà, c'est une présentation des cycles après des cycles condensés dans les 200 années récentes, et on voit le même problème que les chutes sont de plus en plus dramatiques. Ceci est une présentation de la même idée, mais qui n'est pas fondée sur Kondratiev, mais sur Fernand Braudel, et qui a été élaborée par l'école du système monde, concrètement par Giovanni Arrighi. Alors vous voyez que le cycle devient de plus en plus court et que nous vivons à la fin du cycle qui était marqué par l'hégémonie américaine. Pourquoi cette dynamique cyclique? Bon, c'est parce qu'il y a plusieurs contradictions dans le système même. La première contradiction, c'est la contradiction entre la logique de la production et la logique de la consommation. Il y a un décalage entre ces deux logiques. La logique le capitalisme est fondé sur les processus productifs individuels qui se socialisent sur le marché. Alors, le mobile de la production, c'est de maximiser le profit. Et comment on maximise le profit? Par des innovations technologiques et par une meilleure organisation du travail. Les deux finissent par réduire la force de travail nécessaire pour la production. C'est-à-dire que la logique de la production diminue la force de la demande sociale. Et ça arrive assez fréquemment, et ça s'appelle la crise de l'hyperproduction. Il y a un autre décalage ou contradiction qui est encore plus dramatique, et elle se situe à l'intérieur de la production elle-même. Elle était déjà repérée par Marx. C'est qu'avec l'innovation technologique qui est un impératif permanent du capitalisme, le taux du travail vivant nécessaire pour produire un objet diminue, parce que la technologie prend la fonction de la technologie devient de plus en plus importante. Alors, avec la logique capitaliste immanente, on diminue la participation du travail vivant, qui est le seul producteur de la nouvelle de la value. C'est-à-dire que Marx, dans Grundrisse, croyait que cette logique était suicidaire, qu'elle va finalement aboutir à une production plus ou moins automatisée, qui sera déjà socialisée et où le travail humain sera minimal, c'est-à-dire le capitalisme sera impossible. Ce n'est pas arrivé, bien sûr, parce que le capitalisme a cette vitalité de se réorganiser après chaque crise de ce genre. Alors il y a une troisième contradiction qui était relevée, surtout par la théorie du système monde, c'est que la maximisation du profit ne va pas à l'infini, c'est-à-dire que les niches où on peut réaliser les extra profits, comme on dit, avec le temps disparaissent. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment, le capital commence à fuir vers la finance. Ça est arrivé plusieurs fois déjà dans l'histoire. La financialisation, qui est aujourd'hui dramatique, n'est pas un phénomène nouveau. Et le problème avec la financialisation, c'est qu'elle crée le capital fictif, qui doit être
changer un capital réel par des digressions aujourd'hui, par la digression vers le tiers-monde ou par la Grèce, où on produit de la valeur, on transforme la valeur fictive en valeur réelle capitaliste. Alors ici, je vais vous présenter, je vais finir en vous présentant la structure du prix d'une basket Nike. J'ai relevé cette structure dans un livre que je vous recommande. C'est un livre pas tellement nouveau, de Daniel Cohen, un économiste français, 3 leçons sur la société post-industrielle. Il donne la structure du prix de la basket. Alors, vous voyez que le coût de travail est minimal. Il fait moins de 80% du prix final. Et que ce qui fait problème aujourd'hui, ce n'est pas la production de l'objet matériel, mais la création de l'objet social, c'est-à-dire la création du besoin de cette marchandise et le lancement sur le marché. Alors moi, et puis vous voyez que la création de l'objet social, c'est-à-dire la création de la demande, du désir de cette marchandise et la marchandisation sont plus importants que le coût matériel. Alors j'ai un peu recalculé ces mêmes figures. Voilà, ça c'est la calculation proposée par Cohen. Et ma calculation est un peu différente. C'est que l'objet utile, c'est le coût du matériel plus le coût du travail, et ça fait 23% du prix. La création de l'objet social, c'est 27% du prix. Mais la création de l'objet social avec la distribution, qui est aussi un mécanisme de la reproduction du système et n'entre pas dans la production de l'objet matériel utile, avec la création de l'objet social, selon Cohen, fait 77% du prix. C'est-à-dire que 23% du prix, c'est le coût de la production de l'objet utile. Tandis que 77% du prix, c'est la reproduction des rapports socio-capitalistes. Alors, enfin, peut-être que j'exagère un peu, mais la tendance, je crois, est saine. C'est-à-dire qu'en achetant n'importe quelle marchandise sur le marché capitaliste contemporain, 3/4 du prix que nous payons comme consommateurs sont dépensés pour la reproduction de ce système, évidemment irrationnel, mais aussi asocial. Voilà. Alors, Tamás, de l'université de Budapest, qui est un philosophe hongrois, qui est aussi un intellectuel public, dans la sphère publique, qui est né à Cluj en Roumanie, qui a immigré en 1978 sous la contrainte, qui a enseigné durant 2 ans à l'université de Budapest et a été licencié pour avoir publié des tracts illégaux dans des samizdat. Il est ainsi devenu une figure de premier plan des mouvements dissidents en Europe de l'Est, et on dit de lui qu'il fait partie des marxistes européens hérétiques. Il est actuellement professeur invité à l'université centre-européenne de Budapest. Alors, 2 remarques hors contexte. La première,
Et il faudrait que vous me pardonniez pour mon français misérable. Et la deuxième, je voudrais éviter l'hypocrisie. Pour chaque personne qui vient séjour de la Hongrie en Serbie, il faut dire, je crois, 2 mots sur ce mur sordide que le gouvernement hongrois veut ériger à la frontière entre les 2 pays. Contre ce plan, la petite gauche hongroise, à laquelle j'appartiens, absolument du mépris le plus profond. Bon, alors, je voudrais vous dire seulement quelques mots. J'aurai l'occasion plus tard dans cette semaine de faire une conférence plus détaillée sur les termes, mais je voudrais vous dire quelques mots sur une chose qui est parallèle un peu avec ce que vous avez dit, Madame Fontaine, avant. Quoique il me semble que c'est pas seulement Adam Smith qui est mal lu, c'est aussi Karl Marx qui est mal lu. Et je crois qu'une des leçons les plus profonds dans les œuvres de Marx qui n'étaient pas influencées par le positivisme de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui ne sont pas tellement importants, mais ces œuvres vraiment fondamentaux, les grands dresseurs et les 3 volumes, ou si vous voulez les 4 volumes du Capital. Alors, ce qui est important pour nous ici, c'est de voir quelle sorte de système est le capitalisme. Si on considère vraiment dans la manière dogmatique, si vous voulez, genre PCF, sur la doctrine de la primauté de l'économie, etc., bien sûr, on ne pourra comprendre le système capitaliste. Je suis d'accord en ça, alors cette interprétation est philologiquement erronée et théoriquement mauvaise. On voit aujourd'hui, vraiment, on voit encore meilleur qu'avant, que le capitalisme est un système économique, social et culturel unifié. Et alors, ça devient important aujourd'hui, exactement comme vous l'avez dit, les adversaires historiques traditionnels du capitalisme, le mouvement ouvrier international, a décédé, ensemble avec le prolétariat traditionnel, industriel, qui a cessé, qui existe bien sûr toujours, qui produit la plus-valeur, mais qui n'est plus un sujet politique. Et un groupe humain dans une société moderne qui a cessé d'être un sujet politique disparaît de vue. Alors, c'était aussi un peu le cas avant, et c'est pourquoi les auteurs du manifeste du Parti communiste ont essayé de transformer, jadis, le prolétariat dans un sujet public. C'est un chapitre clos de notre histoire, mais qui ressurgit quand même quand nous voyons aujourd'hui dans l'opinion publique paraître un phénomène très étrange. On nous dit par des dizaines de milliers d'articles de journal que certains phénomènes de la vie publique contemporaine sont des réactions au capitalisme, sont l'opposition contemporaine au capitalisme, et surtout sont 2 éléments, la resurgence d'une religiosité qui paraît, mais ne l'est pas, qui paraît traditionnelle, surtout dans le cas de l'islam politique, et la resurgence de l'ethnie, que j'appelle ethnicisme dans mes travaux. Alors, ça paraît comme être quelque chose en dehors du capitalisme.
Et je crois, et c'est ce que je vous propose ce soir, que je crois que c'est une erreur. Le djihadisme et l'ethnicisme contemporain sont des éléments intrinsèques du capitalisme contemporain, ces produits et leurs éléments vraiment décisifs. Comment? Dans l'absence de l'adversaire historique du capitalisme, dans une société qui, pour un siècle, a paru être un monde d'opposition et de contradiction, où le capital a été opposé par les mouvements sociaux, où la réalité capitaliste a été opposée par l'idéologie socialiste, etc., etc., même on a essayé, sans succès, de créer une société parallèle, la société soi-disant socialiste qui a fini par être rien de plus qu'un capitalisme d'État planifié. Mais alors, cette dualité disparaissant, on croit aujourd'hui quand même qu'un dédoublement nouveau prend place dans le monde contemporain, un peu comme le socialisme d'antan. On a maintenant l'islam politique, l'ethnicisme, le nouveau tribalisme, etc., etc., qui opposent la société marchande. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous savez, mesdames et messieurs, Marx était un grand admirateur du capitalisme, et spécialement du marché. Le marché, pour lui, n'était pas le diable du tout, mais c'était le procès qui était en train de détruire l'ancien régime, l'ancienne société des castes, une société aristocratique où ce n'était pas la dynamique sociale, mais le sang et l'héritage qui a décidé de la position sociale et des rapports de force dans la société. Et Marx était un Aufklärer et un jacobin de ce point de vue qui a été en faveur de l'œuvre destructrice du capitalisme qui a créé une société de circulation libre des atomes humains. Alors, d'un point de vue, il était un apologète du capitalisme, peut-être le meilleur. Et il nous dit particulièrement que la flamme de l'accumulation du capital va dévorer tout. Et le temps est venu maintenant que le capitalisme contemporain dévore l'institution ultime de la bourgeoisie, l'État-nation. Le développement marchand d'aujourd'hui, où la nature conceptuelle et abstraite du capital, où l'action consciente de l'entreprise capitaliste et de la bourgeoisie comme telle joue un rôle qui va diminuer, et où la logique du marché qui devient un automatisme impersonnel de plus en plus ne peut plus s'arrêter, et dans sa voie, toutes les institutions fondées sur la volonté, sur l'intention morale et juridique, et sur la limitation de l'économie morale qui était envisagée par les classiques vraiment de l'économie, qui étaient vraiment aussi des moralistes, pas seulement des experts, des chiffres, etc., etc., ça disparaît. Et avec la disparition et avec le vide qu'on voit aujourd'hui dans le cas des États-nations, où des
où tous les États-nations supraethniques disparaissent. De la Yougoslavie à la Grande-Bretagne. Alors, voire l'Écosse. De l'Union soviétique à la Tchécoslovaquie, au Canada, etc., etc., où le principe abstrait opposé au mouvement brownien du capital contemporain ne peut plus faire face au développement du capitalisme tardif. Alors le capitalisme détruit son cadre politique spécifique, créé par la bourgeoisie au XVIIe et XVIIIe siècle, l'État-nation, dont la première forme était bien sûr la monarchie absolue. Et alors ça disparaît, et la forme qui est adéquate à ce développement où la société marchande se transforme dans son propre concept, le capitalisme n'est pas plus opposé et limité et borné par l'État-nation et ses institutions, et ses traditions, et ses majestés, etc. Et son pompiérisme stupide aussi, bon, hein. Tout ça disparaît et qui prend sa place. Et l'anarchie, et une anarchie spécifique, une anarchie d'une violence sans direction, un proteste qui ne change rien, qui devient seulement un grand suicide politique, qui bien sûr n'est pas compris par des politiciens raisonnables qui supposent toujours que dans le dos de chaque action politique se cache une intention raisonnable pour des gains et des avantages et des intérêts. Ce n'est plus le cas, si jamais il l'était. Et alors on voit comme le capitalisme s'autodévore. Les institutions politiques se vident, du parlementarisme au nationalisme classique et républicanisme classique traditionnel, du patriotisme au respect de la tradition séculière et laïque, etc., etc., etc. Les autorités traditionnelles du capitaliste bourgeoise disparaissent. Et alors c'est vraiment l'instrument inconscient et pas voulu du capitalisme même de maintenir sa liberté intérieure, de dévorer tout et d'imposer la logique de l'accumulation, surtout sans une résistance d'une économie morale qui a une arme dans ses mains qui était jadis l'État. Et alors, c'est comment, bien sûr, c'est une présentation très brève, mais c'est comment se passe que l'anarchie de nos jours, qui font semblant parfois pour les journalistes une renaissance de la tradition, quelque chose de moyenâgeux, etc., ce sont vraiment les Mad Max ultramodernes de la dissolution de tout qui peut arrêter le char du capitalisme dans sa marche victorieuse vers le néant. Merci. Notre dernier intervenant, Anselm Japp, qui a grandi en Allemagne, puis qui a étudié la philosophie en Italie et en France, qui est notamment l'auteur de Guy Debord, un essai paru en 2001 chez De Noël, puis Les Aventures de la marchandise, pour une nouvelle critique de la valeur, paru chez le même éditeur en 2003, et de Crédit à mort, un recueil d'articles paru en 2011 aux éditions Ligne, qui reprennent, sous la forme d'interventions de circonstances ou plus locales, la structure théorique dont s'inspire Anselm Japp, à savoir le mouvement de la critique de la valeur, Wertkritikschule, mieux connu sous ce nom-là en Allemagne, fondé entre autres par Robert Kurth. Il a été professeur invité dans de nombreuses universités européennes et latino-américaines, et il enseigne actuellement, comme je l'ai dit, au Collège international de philosophie et à l'Accademia di Belle Arti di Sassari en Italie.
Ses recherches portent principalement sur l'histoire du développement du capitalisme contemporain, ainsi que sur l'histoire de l'avant-garde artistique et sur les relations entre esthétique et politique. Je lui laisse la parole. Merci. Alors, il n'est pas facile de s'exprimer en 10 ou 15 minutes sur de l'humanité, parce que c'est un peu ce que nous sommes censés discuter ici. Donc la question qu'est-ce qu'il viendra après le capitalisme, donc c'est la question qu'est-ce que l'on sera de l'humanité. Il sera difficile de faire, alors comme disait Antonio Gramsci, de brèves considérations sur l'univers pour commencer un discours. Donc je vais donc m'y limiter à quelques affirmations assez apodictiques et laisser le reste plutôt à la discussion. D'ailleurs, je rappelle aussi, je ne suis ni économiste, ni sociologue, ni historien, ni rien d'autre. Donc en vérité, donc je voudrais simplement résumer en quelques mots ici quelques-unes des thèses qui ont été élaborées depuis maintenant presque 3 décennies par la critique de la valeur, la Wertkritik, d'abord surtout en Allemagne, autour des revues Crisis et Exit, leur auteur principal est Robert Kurz, mais qui maintenant a commencé à aussi avoir des auteurs en France, au Portugal, au Brésil et ailleurs. Donc pour dire très bref, en certaine manière, le vieux Marx avait quand même raison lorsqu'il disait que la seule alternative était entre le socialisme et la barbarie, peut-être surtout si on remplace le terme maintenant vraiment très prostitué de socialisme avec émancipation humaine, et peut-être si nous spécifions avec la barbarie capitaliste ou post-capitaliste. Et donc, qui donc ne laisse pas beaucoup d'alternatives, et surtout, pour commencer aussi tout de suite à polémiquer avec mes prédécesseurs, donc je ne crois pas du tout qu'on peut limiter le capitalisme, on peut limiter le marché, ou on peut l'abolir complètement, ou pas du tout. Désormais, le totalitarisme du marché et du travail ont presque achevé leur dévastation du monde. Donc presque tous, donc nous souffrons aujourd'hui, que ce soit la crise écologique, la crise économique, la pauvreté, les guerres, etc., sont d'une certaine manière la conséquence d'un régime où, à travers le travail abstrait, comme l'a analysé Marx, on transforme l'énergie humaine dans quelque chose de complètement fantasmagorique, qui est la valeur marchande, et qui s'exprime finalement matériellement sous forme d'argent. Donc je vais ici, je ne peux même pas résumer, mais je vais faire allusion à quelques thèses centrales de la critique de la valeur. La critique de la valeur et donc se base sur une relecture de l'œuvre de Karl Marx, mais elle ne pose justement, ce n'est pas du tout la tentative de fonder une nouvelle orthodoxie marxienne, pas du tout. C'est une tentative de rendre fertile certains de ces concepts centraux, justement les concepts qui sont les moins liés à son côté lumière, à son côté effet d'admiration de la bourgeoisie. Donc ce n'est pas le côté lutte des classes, ce n'est pas la simple redistribution d'une valeur qu'on présuppose déjà, mais c'est justement la partie la plus radicale de sa pensée, comme on la trouve surtout dans le premier chapitre du Capital. Et donc c'est la pensée qui questionne radicalement les catégories du travail abstrait, de la marchandise, de l'argent, et de la valeur, pour démontrer que ce sont d'abord des concepts historiques qui n'ont rien de naturel. Ce n'est pas quelque chose qui a toujours existé, mais c'est quelque chose qui est venu un jour au monde et qui peut aussi en disparaître comme une longue parenthèse douloureuse. Et parce que de l'autre côté, Marx démontre aussi les cauteurs franchement destructeurs de ces catégories, qui ne sont pas du tout des catégories d'un développement bénéfique de l'humanité, mais sont plutôt les axes comment une humanité pas consciente d'elle-même, c'est ce que Marx appelle le fétichisme, a plutôt dévasté les bases naturelles et sociales de la vie sur Terre. Donc le travail, je vous rappelle d'ailleurs que même le mot travail n'existait pas dans l'Antiquité au Moyen-Âge,
Donc le travail en tant qu'abstraction, en tant comme simple dépense d'énergie humaine, et son expression dans l'argent, donc essentiellement, ont commencé à pointer à la fin du Moyen-Âge. Et évidemment, en s'appuyant sur quelques formes prédécesseurs qui étaient quand même plutôt différentes. Mais même ces formes sociales qui se sont développées peu à partir de la fin du Moyen-Âge ont vraiment acquis, comment dire, une substance avec la révolution industrielle, donc à travers le lien de formes capitalistes avec la science et ses applications technologiques. C'est à partir de ce moment donc, que le capitalisme a révélé tout son potentiel destructeur. Et en colonisant peu à peu, d'un côté, toutes les régions du monde au sens géographique, donc il n'a plus aucun angle de la Terre qui ne soit pas dominé, même dans la vie quotidienne, par ces catégories, donc par l'argent, par le travail, par le marché. Et de l'autre côté, c'est aussi une colonisation intérieure de toute la sphère sociale et on peut dire de tout le monde de vie, comme les a appelé Habermas. Donc toutes les activités, même tout ce qu'on faisait anciennement dans les quartiers, dans les villages, en famille, entre amis, dans les voisinages, tout a été transformé en marchandises peu à peu. Donc l'être humain a commencé à s'habituer à satisfaire tous ses besoins à travers une méga machine sociale, comme l'appelait Manford. Ça veut aussi dire que l'être humain a commencé dans les 2 siècles et demi derniers de concevoir soi-même comme un être qui doit se vendre, qui doit vendre sa force de travail, ses capacités. Il doit les vendre pas pour quelque chose d'utile et de beau, mais il doit les vendre parce qu'il trouve quelqu'un qui les achète. Il doit les vendre à tout prix. Et se vendre est la seule façon pour pouvoir ensuite acheter ce qui lui sert. Donc la modernité capitaliste a surtout été aussi une œuvre gigantesque de dressage social où l'être humain a réduit la complexité de son existence sociale, particulièrement à 2 actes seulement, vendre et acheter. Se vendre et acheter ce dont on a besoin. Alors, si je parle de société marchande, il faut dire qu'au moins au XXe siècle, toutes les sociétés modernes ont été des sociétés marchandes, même celles où l'État a joué un rôle assez grand. L'État n'a jamais été le contraire du marché. L'État moderne donc, a toujours été, on pourrait dire, la sage-femme du capitalisme, donc c'est aussi ce que Marx démontre très bien dans son chapitre sur l'accumulation primitive. Déjà en Angleterre, l'État, avec tous les moyens, a aidé à l'expropriation des populations, a empêché tout recours au vagabondage ou au brigandage, et avec toute législation de pousser avec la violence les populations dans les prisons et dans les working house et dans les usines. Donc l'État n'a jamais été quelque chose d'autre. L'État d'ailleurs ne peut pas avoir une autonomie. L'État en vérité a toujours eu dans la modernité une fonction subordonnée par rapport à l'économie. Voilà, d'ailleurs, il est aussi assez vain de penser que l'État peut mettre des bornes à l'économie marchande. Et même là où l'État semblait être tout, comme dans les dictatures dites communistes, c'était essentiellement des régimes de modernisation et de rattrapage. Donc le fort rôle d'État s'est expliqué surtout avec la nécessité d'implanter des catégories de base, d'infrastructures matérielles de base, mais aussi des infrastructures mentales comme une mentalité de travail, dans des pays qui, à cause de leur arriération en termes économiques capitalistes, risquaient de venir écrasés. Donc même l'Union soviétique, même la Chine, étaient des sociétés de marché qui paradoxalement n'avaient pas un marché dans le sens qu'il n'y avait pas d'offre et de demande, effectivement, ce qui d'ailleurs se révèle un grand problème pour eux, mais qui s'est basé également sur le travail abstrait, sur la valeur, sur la marchandise. Et d'ailleurs, il suffit de penser que pour Lénine, lorsqu'il a dit quel était le modèle du communisme, il a dit que c'était le chemin de fer allemand, c'était son modèle d'organisation,
Et ensuite, lui, il a aussi dit que l'Union soviétique devait se mettre à l'école de Henry Ford. Et donc l'organisation tayloriste et fordiste inventée par Henry Ford devait servir de modèle à l'Union soviétique, avec en plus cette faculté qu'il n'avait même pas Henry Ford de faire fusiller ceux qui arrivaient en retard, ce qui était parfois la coutume sous Staline. Et d'ailleurs, rappelons aussi, pour un peu contrecarrer certaines mythologies, quelqu'un comme Antonio Gramsci, qui passe souvent aujourd'hui pour l'exemple d'un marxiste hétérodoxe, a lui-même créé, semble-t-il, le terme de Fordisme. Il était complètement d'accord qu'il fallait habituer les ouvriers à suivre des rythmes fordistes. Dans le même domaine, je vous rappelle que Staline a dit que le capital le plus précieux, c'est l'homme. En effet, l'Union soviétique a surtout été une grande école pour mettre tout le monde au travail, et pour casser tout le réseau qui existait de autoproduction, de autosubsistance dans des cercles limités, et là aussi pour pousser toutes les populations à se reproduire seulement à travers leur participation à une méga machine qui les dépassait complètement. Donc, la société capitaliste, en vérité, n'est pas basée sur la lutte des classes. C'est-à-dire, évidemment, elle est aussi, mais la lutte des classes, ce n'est pas ce qui caractérise le capitalisme. Des formes d'exploitation, même très sauvages, et d'injustice sociale, même extrême, ont existé dans beaucoup de sociétés précédentes le capitalisme, même à des degrés très différents. Mais ce qui caractérise vraiment le capitalisme, c'est le travail abstrait, qui n'a rien à voir avec le travail matériel. Lorsque Marx parle du travail abstrait, il parle du fait que toute activité et tout travail dans le capitalisme a deux côtés. On fait toujours quelque chose de concret, par exemple le travail du menuisier, mais en même temps, chaque activité est aussi une simple dépense de muscles, nerfs et cerveau, comme il est dit. De ce côté-là, tous les travaux sont égaux, tous les travaux se valent, et donc ne connaissent que des différences quantitatives. Et là, ce n'est pas une question de comptabilité, comme le démontre Marx très bien. Donc, dans un régime capitaliste, c'est le côté abstrait qui prend complètement l'avantage sur le côté concret. Cela, nous le voyons d'ailleurs tous les jours dans le fait bien connu que ce qui finalement compte dans les marchandises, c'est le prix. Et si on peut obtenir des prix majeurs en produisant des bombes, on va produire des bombes et pas de jouets. Cela n'est pas dû à une espèce de méchanceté personnelle d'une classe appelée capitaliste, mais cela est une loi structurelle, là où il y a une prédomination du côté abstrait du travail, c'est-à-dire de sa pure quantité d'énergie sur la question de qu'est-ce qu'on fait. Donc, la seule finalité du travail dans le capitalisme, c'est d'augmenter la valeur, c'est-à-dire de transformer 1 euro en 2 euros, ensuite en 4, etc. Ce qu'on appelle valoriser la valeur ou accumuler le capital. Comment on le fait, peu importe. Donc, je vais aller un peu plus. Donc, la main invisible d'Adam Smith, que l'on a déjà cité plusieurs fois, et en général, ce qu'on appelait le progrès, ont toujours créé des souffrances énormes. Et leurs maigres bienfaits, même là où ils existaient, ont été toujours payés très cher. Donc la modernité est aussi une histoire d'esclavage, une histoire de dévastation, une histoire de maladies nouvelles, une histoire surtout de surtravail qu'on n'avait jamais connu auparavant dans l'histoire. Et aussi la question des guerres, des guerres dévastatrices qu'on n'avait jamais vues avant. D'ailleurs, rarement les populations ont accepté d'entrer de leur gré dans la société capitaliste. On a dû les forcer partout. Et je vous rappelle de rébellions comme par exemple le Luddite en Angleterre ou les carlistes en Espagne où les gens se révoltaient parfois au nom de principes parfois étonnants comme dans le cas des carlistes en Espagne qui demandaient le rétablissement du primat absolu de l'Église. Bah, c'était quand même, comme d'autres historiens ont démontré, ce qu'en vérité, par exemple, la chose contre laquelle la population en Espagne s'est révoltée, donc nous sommes au milieu du XIXe siècle, à l'époque dans les guerres carlistes, c'était en vérité, il était contre la bourgeoisie libérale
qui avait décidé que les terres communales devaient être vendues aux enchères, et donc ils privaient donc, les populations rurales de leur dernier secours. Et donc en vérité, derrière beaucoup de ces rébellions populaires apparemment irrationnelles et poussées par la religion, derrière il y a une défense bien comprise de leur façon de vivre, qui n'était pas seulement une défense de leur économie, mais aussi une façon de leur vue du monde, de leur solidarité, de leur capacité de créer une communauté et de se opposer au fait d'être jeté dans une marché anonyme où chacun finisse par être trituré tout seul. Mais donc depuis quelques décennies, la marche triomphale de ces catégories s'est arrêtée définitivement. La crise économique, écologique et énergétique a eu raison finalement de tout progrès, et la main invisible est devenue folle et a commencé à tout détruire sur son passage. Alors nous sommes dans une situation historique inédite. L'abolition du marché et de l'État, de l'argent et du travail n'est plus un programme utopique, ni en négatif ni en positif. Longtemps, si on imaginait une société sans argent ou sans travail, comme par exemple les très grandes William Morris à la fin du XIXe siècle, on passait pour une aimable utopiste un peu ridicule. Où on disait, ah vous êtes totalitaire, donc c'était Pol Pot qui a réalisé la société sans argent, etc. De toute manière, cela apparaissait comme une chose impossible, une société sans argent et sans travail. En vérité, aujourd'hui, c'est paradoxalement le capitalisme lui-même qui est en train de réaliser cette utopie, mais d'une façon négative. Parce que nous sommes dans une société basée sur le travail, mais il devient presque impossible de trouver du travail. Nous sommes dans une société basée sur l'argent. Environ 80% de l'argent qui circule dans le monde n'est basé que sur le crédit. Donc en vérité, il existe très peu d'argent entre guillemets véritable. Nous sommes dans une société basée sur la valeur marchande, mais la valeur marchande n'est produite que par le travail. Et diminuant le travail, c'est aussi la valeur réelle qui diminue. Donc, certainement, le capitalisme ne détruit pas seulement soi-même et les bases naturelles, certainement, il réalise aussi d'une façon paradoxale les vieilles aspirations utopiques de ses adversaires. Et donc, nous sommes donc dans un phénomène historiquement inédit, donc avec des masses toujours croissantes d'êtres humains superflus. Donc, peut-être c'est maintenant trop long de rentrer d'abord, mais si si le thème ici de tous ces colloques, c'est au-delà du capitalisme, en vérité, c'est là, je pense, vraiment le problème principal aujourd'hui. Dans une situation où il y a une bonne partie de la population mondiale et des pays entiers qui, donc le problème principal n'est même plus d'être exploité, mais pire encore, d'être simplement jugé superflu, inutile, surnuméraire. Parce qu'on n'a plus besoin de leur force de travail, et donc on ne les paye plus à la longue, et donc ça veut aussi dire qu'ils ne peuvent même plus consommer de certaine manière, donc ce sont des êtres inutiles du point de vue du système. Là, je pense que c'est peut-être le changement le plus grand qui a créé le capitalisme dans sa phase déclinante, et aussi une réalité à laquelle souvent on ne veut pas encore faire assez face, peut-être parce qu'elle est trop déprimante. Pour terminer, donc, cette crise, évidemment, n'est pas due à un mauvais fonctionnement qu'on pourrait réparer, par exemple, en luttant contre la corruption ou en diminuant le poids de la sphère financière, etc. Mais elle est due à sa base elle-même. Surtout l'inversion entre abstrait et concret, la domination du côté abstrait du travail sur toute question autour du contenu et du sens de la production. D'ailleurs, c'est ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise. Les êtres humains, ils créent leur société, mais de manière inconsciente, de manière qui leur échappe. Et tout cela, donc, ce n'est pas un accident de l'histoire. La société marchande a cassé avec nécessité, inévitablement, ce qu'elle avait créé auparavant. Cette crise, de certaine manière, était comme une bombe à retardement déjà posée dans ses bases mêmes. C'est-à-dire la transformation de l'énergie humaine en travail abstrait qui devient capital. Parce que, et c'est là certainement le noyau du problème, il n'y a que le travail, en vérité, qui valorise le capital, qui crée vraiment de la valeur nouvelle.
Mais la diminution du travail est un avantage pour le capitaliste particulier qui peut produire davantage et vendre à plus bas prix en vainquant la concurrence. Mais c'est un très grand problème à la longue pour le système dans sa totalité. Le système dans sa totalité produit toujours moins de valeur. C'est-à-dire, il a longtemps, on a encore réussi à contrecarrer cette diminution de la valeur contenue dans chaque marchandise particulière. On a contrecarré avec une augmentation énorme de la production au niveau global, par exemple avec les voitures. Mais avec la révolution microélectronique, donc essentiellement à partir des années 70, ce mécanisme de compensation ne marchait plus. Et donc, à partir de ce moment, le capitalisme est dans une crise structurelle qui n'est plus une crise cyclique, ce n'est plus c'est une crise de certaine manière définitive. Définitive, ça ne veut pas dire que les choses s'arrêtent d'un jour à l'autre. Ça veut dire que depuis 40 ans, on n'a plus eu aucun nouveau modèle d'accumulation. Et on a remplacé une accumulation défaillante avec une spéculation financière gigantesque. La spéculation n'est pas la cause de la crise du capitalisme, comme certains veulent nous faire croire, mais elle est plutôt la conséquence. Elle est même une béquille qui a permis de cacher le véritable manque de rentabilité du capitalisme. Donc tout cela, toutes ces considérations vont bien au-delà d'une considération sur la crise de 2008. Donc ce n'était qu'un petit coup de canon dans un processus qui a commencé bien avant et qui va encore continuer bien longtemps. Et donc ce n'est pas une crise économique, c'est une crise de civilisation. Donc comme je dis, l'aspect économique, l'aspect écologique et l'aspect énergétique sont l'aspect le plus visible, mais il y a aussi d'autres. Il y a aussi une misère psychologique qui on voit par l'énorme diffusion, par exemple, de la dépression et du narcissisme. Il y a l'apartheid global et l'érection de murs partout où les riches s'abritent pour ne pas être submergés par les pauvres. Il y a une augmentation et de la pauvreté, même des masses, même dans les pays les plus riches. Il y a l'écroulement des régions entières avec des fuites de masse consécutives. Donc probablement nous ne vivons actuellement que l'avant-garde. Donc également là aussi où les États se démontrent totalement incapables de faire face. Mais tout cela ne peut plus être affronté avec des petites moyennes politiques ici et là. Donc il faut commencer par admettre que les moyennes qui avaient inventé l'humanité pour échapper à sa prétendue pauvreté des débuts, ces moyennes ont maintenant échappé à tout contrôle et sont maintenant pires encore que le mal. Est maintenant ouverte. Alors, ça n'est pas simplement par devoir, mais c'est aussi par plaisir que je vais me permettre de prendre la parole avant de la faire circuler, puisque j'ai plein de questions. Je me limiterai à une qui me sont venues à l'esprit en vous entendant. Si je devais schématiser en repartant de ce qui est le thème général de cette table ronde, à savoir la manière dont l'interprétation que nous donnons des crises et de la crise récente du capitalisme nous conduit ou pas à adopter un discours critique à l'égard du capitalisme, j'ai l'impression que, si vous voulez, l'alternative la plus générale dans laquelle nous nous mouvons est celle de savoir si le marché, pour prendre cette expression qui a été beaucoup utilisée depuis tout à l'heure, si le marché obéit à une logique autonome, objective, c'est-à-dire en quelque sorte indifférente aux intentions subjectives des agents sociaux, c'est-à-dire aussi bien des institutions sociales, c'est-à-dire si le marché est un automate, ou bien si c'est une institution sociale historique, neutre, que les agents et les institutions peuvent transformer, modifier, c'est-à-dire dont ils peuvent faire usage et soumettre à des buts différents. Je dis que ça me paraît être une alternative ou un problème central, puisque de la réponse que l'on donne à cette question découle, il me semble,
la conception que l'on se fait du rôle que l'on peut accorder par exemple à l'État. Est-ce qu'il a une fonction sociale? Est-ce qu'il peut encore avoir une fonction sociale? Comme celui, par exemple, de créer les conditions susceptibles de donner aux individus, par exemple par le travail, par l'accès à l'emploi, des opportunités d'existence et pourquoi pas d'émancipation. Ou bien si l'État n'a qu'une fonction économique, ou plutôt s'il est nécessairement soumis aux exigences économiques du capital, à savoir réaliser la plus-value, contribuer à l'absorption de la plus-value, à la vente des marchandises, pour le dire plus directement. En découle également la possibilité plus générale, puisque c'est un débat dans l'espace public depuis au moins 2008, qui est un débat de premier plan. On découle également, il me semble, la possibilité, vous êtes plusieurs à avoir évoqué cette question, de moraliser ou non le capitalisme. Est-ce que cette question peut se poser dans ces termes-là? Et enfin, je crois que, quelle que soit l'interprétation que l'on donne de ces crises, et vous en avez donné des relativement similaires, je crois que vous vous accordez sur un point, j'aimerais bien vous entendre aussi là-dessus. En quel sens ce qui semble être une accélération de la succession des crises, je renvoie à la question des cycles, mais aussi à ce que Anselm Yapp a dit sur la crise récente, est-ce que cette accélération annoncerait en quelque sorte la fin du capitalisme, comme un mode de production historique qui atteindrait sa limite, ou bien, si l'on doit croire, et peut-être beaucoup d'indices devraient nous laisser penser à cela, que le capitalisme dispose d'une capacité peut-être indéfinie à se réorganiser lui-même et donc à différer, à retarder sa propre fin. Voilà. Alors je ne sais pas qui veut réagir à cette longue question. Moi, je vais bien dire quelque chose. En fait, vous me direz tous les trois si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Il me semble qu'entre tous les trois et moi, il y a une différence qui est que vous êtes très pessimiste et que moi, je refuse d'être très pessimiste, que je pense qu'il faut travailler à faire quelque chose de mieux et que du coup, pour essayer de déconstruire ce pessimisme, je me dis, il faut rentrer dans toutes ces boîtes. Concrètement, qu'est-ce que c'est que le capitalisme? Concrètement, qu'est-ce que c'est que l'État? Qui sont les gens, les acteurs sociaux, les hommes, les femmes, qui en bénéficient, qui n'en bénéficient pas? Comment circule le pouvoir? Au nom de quelles valeurs tout ça se fait ou se défait? Et donc, du coup, je vois vraiment une histoire. Je dirais que le capitalisme n'a pas commencé au XIXe siècle, même si au XIXe siècle, il y a une accélération énorme du fait que l'argent peut faire de l'argent sans contrôle, mais qu'il y a une première globalisation au XVIIe siècle avec les Hollandais qui dominent toute la chaîne de production, qui ont fait des fortunes absolument colossales en une génération. On a eu le même phénomène que ce qu'on voit aujourd'hui. Les pauvres sont devenus plus pauvres, les riches sont devenus plus riches. Donc, voilà. Donc moi, je me dis, la seule issue, si on veut sortir c'est de rentrer concrètement dans tout ça. C'est aussi de penser que les gens sont à la fois bons et mauvais, et donc il faut faire avec aussi. Et puis que l'époque ancienne sur laquelle je travaille, c'était affreux de vivre dans des sociétés de caste, les gens étaient taillables et corvéables à merci. Moi je lis des testaments du XVIIe siècle où le mari écrit que sa femme, puisque aura droit de s'installer auprès de la cheminée, de cueillir les pommes dans le jardin, et elle aura un lit dans la maison, où la solidarité se paye, où les gens sont trop pauvres, ils ont trop peu de capacité de penser le temps pour être solidaires. Et tout est inscrit. Et donc ça, c'est de la vraie marchandisation. Et quelque part, quand les sociétés sont devenues plus riches, elles sont devenues plus solidaires. Donc voilà, mais je dirais que la grande différence, c'est que je ne veux pas céder à un pessimisme. Je pense qu'il faut réfléchir, lutter, trouver des chemins. Est-ce que je veux? Oui. Može da se napravi svet bez granica, da se
aucune exploitation et manipulation. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il faut supprimer une attention à l'exploitation et à la manipulation. Je n'ai pas tout à fait compris le rapport direct. Non, mais ça permet Enfin, toujours des gens qui attendez. Alors, j'ai seulement... Например, сырский, сколько пазлов, этом классе, этом... Très bien. Alors, il faut que je vous mentionne, j'ai commencé comme un jeune homme mes écrits avec un essai sur les cahiers de doléances des paysans de Transylvanie, d'où je viens. Alors, je suis fermement convaincu, puisque vous avez évoqué sur les souffrances des sociétés d'avant la société marchande, sont vraiment horribles. Et on sait maintenant vraiment beaucoup sur ça, et on ne peut pas exagérer ça. Et très bien, très bien. Il y avait quand même, je ne crois pas que le siècle des Lumières c'était une sottise. Et je crois que l'idée des Lumières, l'idée de créer un espace public, une Öffentlichkeit, etc., des droits, des garanties légales, etc., c'est pas seulement que c'était un progrès, mais c'était vraiment un mouvement double. Alors, ça a créé, bien sûr, une sorte de liberté qui a fait possible le développement du capitalisme, et le capitalisme a fait possible une liberté qui a créé un État qui correspondait dans son essence avec la nature du capitalisme sans qu'une intention démonique était là, bien sûr. Ce n'est pas des diables, comme vous le dites. Non, nous ne sommes pas des diables, nous sommes pires. Nous sommes des hommes. Et alors pas des suites dans les idées, comme dans le cas du diable. Et vous savez, ce qui se passe maintenant et ce qui m'amène avec différentes opinions sur l'État, c'est pas totalement vrai que l'État-providence n'a rien fait à limiter en quelque sorte la liberté du capital. C'était une limitation assez faible. Et aussi, bien sûr, l'État-providence a aidé dans la production d'une conformité avec les règles, qui a créé, bien sûr, une sorte d'être humain, citoyen et travailleur, qui a été excellent pour faire exactement ce que le capitalisme moderne a voulu faire. Alors, bien sûr, il y a des correspondances entre l'économie, la société, la culture, la politique, etc., mais dans l'esprit de ce que vous dites. Alors, regardons les détails. La dissolution de l'État, du droit et du principe de la représentation ne sont pas des blagues. Alors, la crise de civilisation que vous avez mentionnée est vraiment très sérieuse. Ce n'est pas un cas d'optimisme ou de pessimisme. Si vraiment, peut-être c'est une erreur, si vraiment le capitalisme, ce n'est pas seulement l'économie comme tous les quatre l'ont affirmé, mais un système unifié, un système intégré, un système où c'est difficile de séparer la morale, l'action culturelle et politique de l'accumulation involontaire qui se passe dans le dos des personnes, comme a dit Marx dans le Capital, etc., etc. Alors il faut voir que la libération et la destruction dans le capitalisme tardif sont les mêmes, et la résistance comme la résistance carliste, comme tu l'as dit, et comme les jacqueries, que les jacqueries anticapitalistes et antimoderniste des paysans de tous les siècles et de tous les pays ont exprimé une vérité partielle du capitalisme, ont montré quelques éléments inhumains du capitalisme moderne, mais avec ces soulèvements, avec ces jacqueries, ils ont complété le système qui a eu encore des carences. Alors le capitalisme a été renseigné par cette révolte,
par ces soulèvements, par ces jacqueries, et le système est devenu de plus en plus complet. Et maintenant que le capitalisme a achevé vraiment une perfection, si vous voulez, logique, où il n'y a vraiment pas des obstacles, hein, alors les résultats sont assez affreux. Et comme il n'y a pas une force comparable qui résisterait à ce développement, alors je crois qu'un homme raisonnable et circonspect doit être au moins un peu pessimiste. Voilà. Je voudrais rectifier l'impression que j'ai faite, évidemment, mais je vais commencer par une justification pourquoi on peut être pessimiste. Justification théorique. Et ça, elle va comme ça. Quand on parle du marché, on utilise une abstraction. En effet, il faudrait parler des marchés au pluriel. Et c'est un économiste néoclassique, c'est-à-dire néolibéral, Walras, qui a introduit ce motif qu'il y a plusieurs marchés, surtout le marché des facteurs de production, où entre aussi le marché du travail, et le marché évidemment des moyens de consommation. Alors, il incombe à l'État de coordonner les divers marchés. Sans coordination d'État, les marchés ne fonctionnent pas ou ils fonctionnent d'une manière monstrueuse. Alors, l'avenir de l'humanité peut se présenter comme ou bien marché au pluriel sans État, on va dans cette direction plus ou moins, ou bien un État sans marché, ce qui est encore pire. Alors, ceci, peut-être, je présente ceci comme justification d'un pessimisme possible. De l'autre côté, je crois qu'on n'a pas fini avec le marché. Parce que, bon, c'est gênant de m'engager dans ce débat en présence de Mme Fontaine qui a étudié l'histoire du marché. Mais vous voyez, il y a quelques... Marx, dans le premier chapitre du Capital, introduit quelque chose dont on ne sait pas si c'est une chimère ou un concept. Il parle de la petite production marchande, ce qui serait par exemple le Moyen-Âge. On a contesté cette notion, mais Braudel par exemple y croit. Pour Braudel, le capitalisme est une formation parasitique sur l'économie du marché. Alors, ça pourrait être une fondation de la politique social-démocrate, c'est-à-dire réduire le contrôle d'État sur le marché, dans le style de Polanyi. Mais pour finir sur une note optimiste, je dirais ceci. Voilà. La Révolution française a éclaté en France au moment où la France perdait la compétition contre l'Angleterre pour l'hégémonie mondiale. Quelle est la région du monde qui vient de perdre l'hégémonie mondiale? L'Europe, évidemment. Mais optimisme ou pessimisme, bon, ce sont des catégories. Optimisme ou pessimisme, bon, c'est inutile de se poser ces questions. D'ailleurs, si vous allez chez le médecin, vous ne demandez pas au médecin d'être optimiste ou pessimiste. Mais cela me rappelle quand même une histoire que j'ai lue récemment. Ben, comme vous savez, donc après la libération en France, évidemment, on a tout fait pour oublier aussi qu'il y avait aussi la collaboration. Et c'était, je crois, en 68 ou 69 qu'un réalisateur, dont le nom m'échappe, avait pour la première fois fait un important film sur la collaboration. Quel était le nom? Le chagrin et la pitié. Oui. Et
donc qui devait être transmis par la télévision, mais le directeur de la télévision a commencé à avoir froid aux yeux et il a demandé directement au général qu'est-ce qu'il devait faire avec ce film. Et De Gaulle, qui avait comme le sens de la formule, peut-être même involontaire, a dit « La France n'a pas besoin de vérité, elle a besoin d'espoir ». Alors, je trouve cette phrase à sa manière géniale, et donc c'est compréhensible pour un homme d'État, mais évidemment c'est l'attitude la plus éloignée possible de toute recherche intellectuelle, donc est fixée par avance qu'on veut avoir de l'espoir. Mais de toute manière, donc pour moi, si j'ai dit que le système évidemment est en train de s'épuiser, disons peut-être épuisé, si vous voulez, de s'écrouler, c'est quand même pour moi une raison d'espoir. Donc ça veut dire qu'il y a au moins la possibilité de construire quelque chose de meilleur. Après, justement la question, alors est-ce que la capitalisation va terminer? Je pense que c'est inutile de le poser comme une prophétie. Il faut le voir comme un processus qui est déjà en acte depuis quelques décennies. C'est sûr qu'au moins à partir des années 70, le capitalisme a de toute manière dépassé son apogée. On peut même le fixer, même avec assez de précision. C'était en 71, je crois, en 72, qu'on a aboli l'étalon d'or pour le dollar et on a pratiquement aboli toute statut réel de la monnaie. 14, non 13, oui. Définitivement, oui, Nixon, oui, 70. C'était la même année que le Club of Rome avait publié son rapport sur les limites de la croissance qui avait porté à la conscience du grand public la question écologique. C'était l'année où le chômage est revenu de grande manière en Europe et c'était aussi l'année du premier choc pétrolifère, même si c'était encore lié aussi à des raisons politiques. C'était quand même un moment assez précis, on peut dire. À partir de ce moment, le système est en train de se rétrécir comme peau de chagrin. Ça ne veut pas dire qu'il termine d'un jour à l'autre, mais il y a des îlots toujours plus petits où les gens encore vivent dans une espèce de normalité capitaliste, en réussissant à se vendre et à acheter. Ils sont d'ailleurs toujours plus derrière des murs, donc c'est très évident, par exemple, dans un pays comme le Brésil, où les riches sont vraiment, ils vivent derrière des murs pour travailler et derrière des murs pour vivre. Et le reste du monde est plus en plus abandonné à soi-même, donc à son inutilité en termes capitalistes. Et même l'État, là où il n'y a plus d'économie qui marche, l'État ne fonctionne plus, l'État ne peut rien faire s'il ne peut pas payer ses serviteurs. Donc, si l'État ne paye plus, donc ne paye plus même les appareils de sécurité commencent à se autonomiser. Donc, je pense que vous en savez quelque chose. Donc il n'y a aucune possibilité pour l'État de contrecarrer le déclin de l'économie capitaliste, vraiment, parce que l'État n'a pas une moyenne autonome d'intervenir, tout doit être financé, comme nous le voyons tous les jours. Et donc ça veut dire, donc ce déclin du capitalisme est un processus qui est déjà en acte depuis des décennies, ce n'est pas une prophétie pour le futur, et donc la question c'est plutôt qu'est-ce qui va venir après. Évidemment, il n'y a aucun retour en arrière. Je pense, Madame Fontaine, vous quand même, c'est un peu trop facile de jouer le capitalisme contre les souffrances de l'ancien régime. Je pense que personne n'évoque sérieusement de revenir au féodalisme. Mais d'abord, il faut dire ce que vous avez évoqué, le régime, l'ancien régime du XVIe au XVIIIe siècle était évidemment une société traditionnelle déjà particulièrement frappé par la concurrence capitaliste. Le même Brodel, qui d'ailleurs, je trouve franchement qu'il n'a rien compris qu'est-ce que c'est que le capitalisme, mais de ces études empiriques sont très intéressantes, là où il démontre qu'au XIVe siècle, je crois, la richesse réelle d'un artisan mesurée en blé qu'il pouvait acheter avec son salaire, cette richesse était majeure que dans les 4 siècles suivants. Jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle, les gens étaient beaucoup plus pauvres qu'au Moyen-Âge. Donc c'est le même Brodel qui le démontre. Donc avec une il y a eu la peste noire. Après la peste noire qui a tué les 3/4 de la population, ceux qui restent, ils sont plus riches que ceux qui sont morts. Non, mais
Voilà. Bon, je ne crois pas que le Brodel aurait avancé ces chiffres s'il se limitait exclusivement à cette époque-là. Donc, 14e. De toute manière, il faut dire que il existait un très grand nombre de sociétés humaines avant le capitalisme. Certaines étaient assurément terribles, d'autres avaient au moins quelques bonnes idées. Il n'y a aucune société à laquelle on voudrait revenir. Il faut quand même dire que l'humanité a donné preuve d'une très grande inventivité, a démontré qu'on peut aussi vivre différemment que sur la base de l'argent et du travail. Cela démontre au moins qu'il y a un certain réservoir d'idées. Merci. Et donc, si vous le voulez, je trouve que c'est même un élément d'optimisme. Je trouve que c'est beaucoup plus pessimiste de dire il faut toujours continuer comme ça, on peut faire quelques petites réformes ici et ça, mais on va toujours continuer avec le marché, avec l'argent, avec le travail. Pour moi, c'est là l'enfer. Si on dit au contraire, l'humanité a peut-être encore d'autres choses dans son sac, je trouve que cela, c'est plutôt un élément d'espoir pour moi. Oui, vous aviez... alors, vous, madame, ensuite vous, et puis... Ja se zovem Anđelija, radila sam 26 godina u jednoj velikoj metalskoj industriji u kompleksu naše termoenergetike. Radila sam i kao tehničko lice, ali i u sindikatu sam bila aktivna i tako da me zanima vaše mišljenje i mišljenje pitanje za sociologe i one koji se bave planiranjem društva. Znači, da li je sazrelo sada vreme da se posle stogodišnje socijalizacije društva po Marksu i po drugim sociolozima, znači u kapitalizmu koji teži ka imperializmu Zapada, koji diktira apsolutistički imperializam pod vojnom dominacijom zapadne NATO alijanse, a po sistemu kolonijalne politike preobučene u jednu nehumanu demokratiju, održavanu po feudalnom načinu ulaganja u privrede u koje isto eksploatišu druge narode i svakog čoveka kao pojedinca u tom nedostatku. U nedostatku socijalne humanizacije svakog društva, znači i svakog naroda. Znači, ta humanizacija po mom predlogu bi mogla da bude kroz smanjenje broja godina staža i smanjenje radnog vremena kao što je do sada u celom svetu, u Francuskoj, kod nas po 8 časova radnih i više. Znači, da se počne smanjenje tog radnog vremena u preduzećima bar na 6 sati. Hvala. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Je ne sais pas si c'est pas une question que vous n'avez pas de réaction particulière, c'est à vous de voir. Si je peux, je trouve très intéressant et très productif d'introduire l'expérience historique du socialisme réel. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance de la part de l'idéologie dominante de produire un aggloméré de socialisme historique sous le chapeau de la notion du totalitarisme, ce qui aplatit ou
aplati tout à fait l'histoire réelle de lutte politique et de lutte sociale qui était une réalité dans le socialisme, seulement que leurs formes étaient différentes. Alors, sur votre mention du néocolonialisme, il faudrait, j'ajouterais seulement cette note que dans l'Union européenne, il y a une nouvelle forme du colonialisme, c'est-à-dire d'un colonialisme antérieur, de la colonisation de l'Europe méditerranéenne et de l'Est. Et c'est un colonialisme c'est une nouvelle forme qui est très importante et qu'il faudrait étudier pour la combattre. De l'autre côté, puisque vous avez mentionné l'expérience yougoslave, je crois qu'une dimension de l'autogestion yougoslave qui est ignorée ou oubliée, c'est la gestion de ce qu'on appelle aujourd'hui les services publics et qu'on appelait autrefois društvene djelatnosti, c'est-à-dire les activités sociales, l'éducation, la santé, les supports sociaux. Alors, la gestion de ces services publics en Yougoslavie autogestionnaire était monétarisée, mais pas marchande. Alors, on essayait à trouver une solution qui n'était pas la logique du marché, mais trouver une construction où ces activités étaient socialisées, mais tout de même exprimées en la monnaie. Et selon mon impression, ce système de la gestion des services publics fonctionnait beaucoup mieux que l'autogestion propre dans les usines, dans les compagnies. Peut-être une petite remarque. Allez-y. Une petite remarque, vous dites travailler 6 heures par jour. En vérité, si vous regardez donc on peut avoir vraiment besoin, même à des niveaux élevés aujourd'hui, et les moyens techniques disponibles, on pourrait aussi tout le monde travailler selon 1 heure par jour, ce serait suffisant. Mais il y a ce paradoxe que toute technologie, en vérité, toute technologie a seulement un seul but, c'est-à-dire de produire une chose avec moins de travail. Donc toutes les technologies modernes sont des technologies qui permettent d'économiser du travail, mais tout cela n'a jamais permis à personne de travailler moins. C'est pas moi qui l'ai dit, c'était John Stuart Mill, le grand chantre du libéralisme anglais à la moitié du 19e siècle, qui avait déjà constaté une grande paradoxe du développement capitaliste. Voilà pourquoi le capitalisme est une société où on travaille énormément, parce que le travail abstrait est la seule forme de richesse. Le travail produit seulement par accident quelques marchandises ou quelques services. En vérité, le travail est une forme de relation sociale qui doit toujours augmenter dans le capitalisme. Et voilà pourquoi on oblige les gens à travailler, même si en vérité il n'y aurait aucune nécessité réelle pour le faire. Merci. Il y avait une question, oui, madame. I da samo pre toga, samo jedno, onda ću ga formulisati kao malo duže pitanje, pa ćemo uhvatiti sva 3. Samo ću pre toga da kažem da se ne slažem sa gospođom Fontaine pod uslovom da sam dobro razumela prevod, ako je zaista izjednačila realni socijalizam sa fašizmom. Ne samo kao višedecenijski savremenik jugoslovenskog samoupravnog socijalizma, nego iz prostog razloga što sam ubeđena da su prava koja su ljudi imali u socijalizmu, kao što su pravo na rad, pravo na zaradu i pravo na solidan život od te zarade, ne manje značajna od nekih drugih prava koja su danas praktično derogirana u kapitalizmu.
Pitanje. Da li se učesnici, izlagači, slažu sa mnom da je taj preokret kapitalizma u krajnje destruktivni nastao od 70. godina sa pojavom čikaške neoliberalne škole i da li vide neku, kako da kažem, ne nelogičnost, nego kako mogu da vide dalji razvoj tog neoliberalnog kapitalizma u smislu sukoba koncepta, recimo, kineskog državnog kapitalizma ili indijskog ili singapurskog, znači tih istočno-azijskih zemalja tipa kapitalizma koji danas ima apsolutno najviše stope ekonomskog rasta u svetu. Znači, da li je to samo faza koju je Zapad prošao, pa će oni tek doći do toga, ili je to možda neki novi vid, da kažem, kretanja kapitalizma, neću da kažem neki mogući izlaz, ali eventualno čak i to, i da li je ubrzano raslojavanje na sve manji broj bogatih i enormno veliki broj siromašnih u svetu, danas kao i ranijim periodima koje nas naučila istorija, nekada su to bili svetski ratovi, a danas sve veći broj manjih ratova. Znači, da li je to posledica upravo ovog neoliberalnog kapitalizma? Je voudrais juste répondre que je n'ai jamais, quand j'ai parlé de fascisme, c'était pour expliquer que Polanyi écrivait pendant la montée du fascisme en Occident. Je ne parlais pas du socialisme réel. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est que, quel que soit le régime, il faut déconstruire, il faut rentrer. Et quand vous expliquez que les systèmes d'aide sociale, d'éducation étaient beaucoup mieux que le fonctionnement des systèmes marchands, je vous rejoins tout à fait. C'est un sens des biens publics qui a été très bien traité. Donc je n'ai pas des formules à l'emporte-pièce. J'essaye de situer dans... Donc si vous avez cru que j'ai assimilé les deux, ce n'était pas du tout mon objet, d'autant que mon objet n'est pas de parler de grosses catégories. Il est d'essayer de rentrer dans le détail de tous ces régimes et de voir par exemple qu'on a plusieurs systèmes qui coexistent, que le système chinois, il y a des vieilles traditions chinoises qui se greffent sur un capitalisme, que chaque capitalisme a des couleurs différentes, qu'il y a eu des capitalismes marchands, industriels, financiers, que c'est toujours différent et que c'est ça que je trouve intéressant d'étudier, de comprendre pourquoi on passe de l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est. Donc je ne suis pas du tout intéressée à parler sur des grosses catégories globales, je suis intéressée à ouvrir tout ça et voir la place des femmes, la place des étrangers, voilà la place des catégories sociales concrètement dans ces différents régimes. Mais mes camarades ont sûrement d'autres trucs à dire. Qui veut réagir? Juste pour dire cette idée que la Chine ou l'Inde sont les nouvelles locomotives de l'économie capitaliste, elles remplaceront simplement ce qu'ont été les États-Unis ou l'Europe avant. C'est pas une grande illusion. En vérité, l'économie capitaliste n'est pas une espèce de modèle qu'on pourrait appliquer à n'importe quel moment de l'histoire à tout pays. En vérité, ces formes récentes de capitalisme se sont développées dans un contexte d'une concurrence capitaliste sur le marché mondial déjà extrêmement accrue. Et donc, depuis le début, ils se sont focalisés exclusivement sur les exportations sur des marchés déjà saturés. Et on connaît le secret du miracle chinois économique. Eux, ils exportent aux États-Unis, parce que tous aux États-Unis. Les États-Unis payent avec des dollars et en vérité, ils sont couverts que par le rôle des États-Unis d'être la puissance mondiale numéro 1. Ils donnent ces dollars aux Chinois qui les déposent dans des banques américaines pour tenir haut la valeur des places financières américaines et donc l'économie américaine. Donc tout cela ressemble plutôt à ce qu'on appelle le château des cartes. Merci. Le problème des guerres. Nous, il semble que nous sommes d'accord qu'on est dans un moment de la crise et à la fin d'un cycle. Alors, est-ce que le capitalisme va se recomposer ou pas? C'est une question ouverte.
jusqu'à un moment, il n'a pas trouvé un modèle de recomposition. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il y a diverses stratégies de sortir du cycle descendant qui était pratiqué dans l'histoire. Une stratégie, c'est le modèle espagnol, quand l'Espagne, le royaume de l'Espagne, l'empire espagnol commençait à perdre sa suprématie politico-militaire. Et l'autre modèle, c'est le modèle italien. Je me réfère à Brodel de nouveau. Alors, l'Espagne conduisait des guerres un peu partout à la fin de sa domination. Et le résultat, c'est que l'Espagne, d'après son hégémonie, et l'Espagne d'aujourd'hui, c'est un pays du tiers-monde. C'est une stratégie, et je crois que les États-Unis sont en train de pratiquer ce type de stratégie. Ils ont perdu l'hégémonie, ils essaient à conserver la domination en fomentant de petites guerres ici et là. Le dernier exemple, c'est l'Ukraine. La nouvelle guerre froide contre la Russie qui est absurde. C'est un bon exemple de la rigidité idéologique. On utilise des modèles des années 50 pour gérer les affaires du XXIe siècle. Alors, c'est la stratégie du type espagnol qui est militariste, mais qui ne réussit pas. Enfin, elle n'a pas réussi dans le passé. Il y a une autre stratégie, c'est la stratégie italienne, comme le centre des activités économiques et commerciales est passé de la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique. L'Italie a perdu son importance. Et c'est le siècle de la haute Renaissance. L'Italie, pour la première fois dans l'histoire, en effet, produisait assez de nourriture pour se nourrir, etc. C'est-à-dire qu'il y a un retrait pacifique qui est une stratégie beaucoup plus prometteuse. L'Europe de l'Ouest, qui a perdu et son hégémonie et sa domination, pourrait toujours employer cette autre stratégie, la stratégie italienne. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. Merci. Merci. Il y a monsieur. Monsieur Chimiste. Où sont les micros? Il faut finir. Je sais pas, je crois qu'on a plus de temps, c'est pour ça qu'on a dépassé l'heure. Bon, malheureusement, je suis désolé. Mais je vous invite, les discussions vont se poursuivre toute la semaine, donc malheureusement, si on doit s'interrompre ce soir, n'hésitez pas à venir à partir de demain et jusqu'à samedi, à toute la semaine de réflexion sur le capitalisme. Il y a des programmes et des dépliants que vous pouvez prendre à l'entrée, je crois, s'il en reste, puisqu'il s'arrache. Merci. Et j'invite les participants de la conférence qui ont été invités à tenir une conférence à un cocktail de bienvenue à l'étage. Merci à tous.